Raising the debt ceiling, which has been done over 100 times, does not increase our debt. It does not somehow promote profligacy. All it does is it says, you got to pay the bills that you've already racked up, Congress. It's a basic function of making sure that the full faith and credit of the United States is preserved. Salut à tous, bienvenue pour ce 41e numéro des infos dont on parle peu. Vous avez vu notre Barack Obama qui manie la novlangue comme personne. Je pense que c'est un des spécialistes mondiaux de la novlangue. On va passer au sommaire de ce numéro parce qu'il y a beaucoup d'articles. On va parler d'infos internationales, on va revenir sur la Syrie bien sûr. On va parler également des attentats en Irak puisque ça continue, il y en a de plus en plus. On va parler de Poutine qui a envoyé du lourd pendant toute cette semaine. On va parler ensuite d'économie en revenant sur les taxes en France, sur les aides aux médias en France. On va parler santé-environnement en parlant du Japon et des Jeux Olympiques et du nucléaire au Japon. Voilà, accrochez vos ceintures, on y va tout de suite. On attaque avec la partie internationale et on va parler de la Syrie. Et selon un rapport britannique, la moitié des combattants rebelles seraient des extrémistes liés à Al-Qaïda. Les forces d'opposition qui luttent contre le régime de Bachar el-Assad en Syrie comptent maintenant environ 100 000 combattants. Ils sont fragmentés en plus de 1000 factions. Environ 10 000 djihadistes, qui incluraient des combattants étrangers, se battent pour des factions liées à Al-Qaïda. Des autres factions comptant entre 30 000 et 35 000 hommes sont des islamistes radicaux qui partagent la plupart des perspectives des djihadistes mais se concentrent uniquement sur la guerre syrienne. Encore une autre faction compte 30 000 modérés appartenant à des groupes qui ont un caractère islamique, ce qui signifie qu'une petite minorité de rebelles sont liés à des groupes laïques ou purement nationalistes. L'étude est basée sur des estimations de renseignements et d'entrevues avec des activistes et des militants. Voilà ce qu'on apprend. Une autre information à propos de la Syrie, c'est une explosion d'une bombe à la frontière turco-syrienne. Ça s'est passé le 17 septembre dernier et ça a fait 7 morts et 20 blessés. C'est une voiture piégée qui a explosé donc à la frontière. L'explosion s'est produite à un barrage tenu par des combattants islamistes. Voilà, ça c'est un article de The Guardian. Une autre information, et c'est toujours à propos de la Syrie, et c'est Vladimir Poutine qui a envoyé du lourd puisqu'il a qualifié l'attaque chimique du 21 août de provocation habile. Cette attaque chimique du 21 août dernier a été mise sur le dos du régime syrien assez rapidement par les Occidentaux. Alors je cite Vladimir Poutine, « Nous avons toutes les raisons de croire que c'est une provocation habile. Dans le même temps, la technique est primitive. On prend un vieil obus de fabrication soviétique qui n'est plus utilisé depuis longtemps par l'armée syrienne. Le principal est que ce soit écrit en fait URSS. » Voilà ce qu'il a ajouté. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré, lui, que la Russie transmettrait au Conseil de sécurité de l'ONU des preuves fournies par Damas de cette provocation qui visait, selon lui, à susciter des frappes occidentales. On continue, et on continue avec Poutine, puisque, encore une fois, il a fait la une de l'actualité cette semaine. Selon lui, les normes démocratiques US sont inapplicables dans beaucoup de pays. Je cite encore Vladimir Poutine. Nous devons comprendre qu'il y a des pays et même des régions entières du monde qui ne peuvent pas vivre selon les normes universellement reconnues, selon les normes de la démocratie américaine ou européenne. Ils ont une autre société ou d'autres traditions. Voilà ce qu'il a déclaré. Et il ajoute à propos de la Libye, ceux qui ont lancé l'opération militaire en Libye avaient sans doute des motifs nobles. Mais quel en est le résultat ? On a lutté pour la démocratie, où en est-elle ? Le pays est divisé en plusieurs territoires contrôlés par différentes tribus. Tous font la guerre à tous. Où est la démocratie ? Et l'ambassadeur américain a été tué. Voilà le résultat de cette politique. Fin de citation. On continue avec le projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie. Le consensus a été trouvé entre Russes et Américains hier, le jeudi 26 septembre. Alors, ce projet admet la possibilité d'appliquer des mesures sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies en cas de recours à des armes chimiques ou à leur transfert non autorisé par une ou des parties en conflit. Donc
voilà qui est important parce que là, on voit bien que les Américains, bon, pour eux, c'est partie gagnée, c'est-à-dire qu'ils ont imposé une résolution aux Russes sur le cas de la Syrie, mais d'un autre côté, les Russes ont aussi, on va dire, gagné de leur côté, puisque Sergei Lavrov a réussi à imposer le fait que le chapitre 7 sera mis en place seulement en fonction de la gravité de la transgression et à condition qu'elle soit prouvée à 100%. Donc il va falloir maintenant que les Américains prouvent que c'est bien Bachar el-Assad qui a fait le coup le 21 août. Et par contre, en ce qui concerne les Russes, eux, il va falloir qu'ils prouvent aussi. Donc, comme l'a dit Vladimir Poutine, il va fournir des éléments au Conseil de l'ONU, comme quoi le 21 août, c'est pas Bachar el-Assad qui a fait le coup. Voilà. On continue, et c'est toujours Poutine qui est parti en visite à Téhéran. Alors ça, c'était le 14 septembre dernier. Fort de son succès diplomatique face à l'Occident sur la question syrienne, Vladimir Poutine a accepté l'invitation iranienne afin de discuter du programme nucléaire iranien. Les détails de ces discussions ne sont pas connus, mais il se murmure que Poutine aurait finalement décidé d'offrir 5 systèmes lance-missiles S-300S, ce qui devrait persuader l'Iran de renoncer à sa réclamation de 4 milliards de dollars en dommages et intérêts, en raison d'une violation d'un contrat initialement signé par la Russie en 2007, d'une valeur de 800 millions de dollars. À l'époque, Dimitri Medvedev avait renoncé à la vente de ses missiles sous la pression de l'Occident. Donc voilà, apparemment Poutine, lui, il va vendre ces fameux missiles S-300S à l'Iran. On continue, on va changer de sujet, cette fois-ci on va parler d'Israël, des diplomates européens. Alors ça aurait dû faire un scandale si la presse française en avait vraiment parlé, mais bon, on n'a pas vraiment parlé dans les mainstream médias, malheureusement. Voilà ce qui s'est passé, donc ça c'était le 20 septembre dernier. En Cisjordanie, une diplomate française se plaint d'avoir été malmenée par des soldats israéliens. La diplomate française Marion Fesneau-Castin, en poste au consulat général de France à Jérusalem, s'est dite malmenée le vendredi 20 septembre par l'armée israélienne en Cisjordanie. Elle se trouvait à bord d'un camion transportant des vivres et des tentes destinées à une centaine de Palestiniens dont les maisons avaient été détruites par l'armée israélienne plus tôt dans la semaine. Selon l'agence de presse, les soldats ont lancé des grenades assourdissantes au passage d'un convoi en direction de Khirbet al-Makou en Cisjordanie. Ce convoi était composé de diplomates européens, de membres d'ONG et de locaux. D'après un journaliste présent sur place, la diplomate française s'est fait sortir du camion par des soldats israéliens. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la vidéo, il n'y a pas à tergiverser. Et les Israéliens sont repartis avec les camions et avec les vivres donc. Voilà, ça aurait dû faire un scandale et puis Israël aurait dû s'excuser quand même publiquement. Et bien devinez quoi ? Non, pas du tout. Puisque dans un article daté du 22 septembre dernier, la diplomate française va bientôt être interdite d'Israël pour une interrogation. Israël juge l'attitude des diplomates inappropriée et veut des sanctions après l'accrochage de vendredi dernier. Israël réfléchit à des sanctions contre la diplomate française Marion Fesneau-Castin pour ses actes de provocation dans l'altercation qui a eu lieu entre les diplomates européens et les gardes-frontières israéliens. Entre autres, la diplomate pourrait perdre son immunité diplomatique et être interdite de séjour sur les territoires israéliens. Et je cite le ministre des Affaires étrangères israélien. Les diplomates européens et leur gouvernement nous doivent une explication pour cette violation flagrante des codes de conduite diplomatique. Israël a été très clair et n'acceptera pas cette faute. La réponse d'Israël sera proportionnelle à la gravité de la violation. Voilà en ce qui concerne Israël, qui en fait inverse totalement l'histoire et c'est lui qui va aller se plaindre. On passe maintenant à l'Irak, puisque toute cette semaine, il y a eu je ne sais combien d'attentats en Irak, un truc incroyable. Donc le chaos continue dans tout le pays avec une série d'explosions absolument incroyables. Si je fais la liste des explosions qu'il y a eu, en Iskandaria, à 50 km au sud de la capitale, une voiture piégée a explosé, 4 civils tués et 9 blessés. Une bombe a explosé dans une zone industrielle à Karbala, tuant au moins 4 personnes. 9 autres personnes sont mortes autour de Kut, dans une ville dominée par les chiites. 8 personnes ont été tuées dans les villes de Bassora et Nasrallah. À Bagdad, 3 agents de sécurité ont été tués quand une voiture piégée a explosé près du convoi du chef du conseil provincial officiel dans le quartier d'Azamaya, dominé par les sunnites. 2 autres civils ont été tués lorsqu'une bombe a frappé une patrouille de police dans la banlieue ouest de Bagdad. Donc tout ça, ça date du 15 septembre, c'est toute la semaine que ça s'est passé. Et ça continue encore la semaine dernière, 56 morts dans 2 explosions à Bagdad.
Donc ça c'est un attentat visant les participants à des funérailles qui a tué 56 personnes la semaine dernière. La voiture piégée a explosé en fin d'après-midi à Sadr City, enfin bon, un carnage. Ensuite, 22 morts dans des attentats sur des marchés en Irak le 26 septembre. Et toujours le 26 septembre, explosion à Mossoul, 7 morts, 47 blessés. Donc c'est véritablement catastrophique en Irak. Mais bon, les vrais assassins, ceux qui ont déclaré la guerre et qui ont fracassé le pays, ils sont toujours pas inquiétés, hein, pas de soucis pour eux. Toujours en ce qui concerne l'Irak, l'OMS refuse de publier le rapport sur les cancers et les malformations congénitales causées par l'uranium appauvri en Irak. L'OMS refuse de publier ce rapport sur l'utilisation par l'armée US de l'uranium appauvri et autres armes du même type qui ont tué de nombreux Irakiens et dont les conséquences sont la naissance d'enfants mal formés. Un rapport conjoint de l'OMS et du ministère de la Santé irakien sur les cancers et les malformations infantiles en Irak devait voir le jour en novembre 2012, mais il a été retardé à plusieurs reprises et maintenant il n'y a plus aucune date de publication. Jusqu'à ce jour, il reste un document classé. Selon Hans von Sponeck, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, je cite, « Le gouvernement américain cherche à empêcher les Nations Unies d'inspecter les régions du sud de l'Irak où l'uranium appauvri a été utilisé et a causé de graves problèmes de santé et pour l'environnement. » Alors on voit bien le deux poids deux mesures avec l'Occident qui met la pression sur Bachar el-Assad et ses armes chimiques. Mais bon, quand c'est les Américains qui balancent de l'uranium appauvri sur l'Irak, et avec des motifs complètement fallacieux pour envahir ce pays, il n'y a aucune sanction contre ce pays. Ok, on continue maintenant, on va parler du Pakistan, puisque le Pakistan aussi, il y a des attentats et il y a des morts. Alors, attentat, ça c'est le 23 septembre dernier. Attentat dans une église de Peshawar au Pakistan, bilan 81 morts. Des responsables de la sécurité pakistanaise affirment qu'au moins 81 personnes ont été tuées après une explosion qui a touché des chrétiens dans le nord-ouest du Pakistan à Peshawar. 131 autres personnes ont été blessées lorsque l'explosion a retenti dans une église de cette ville ravagée par la violence. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité des attentats, mais les talibans ont été blâmés pour des attaques précédentes sur la minorité chrétienne au Pakistan. Les forces de sécurité ont bouclé la zone et ont procédé à des recherches. Alors je vous mets également en lien toutes les attaques de drones US qui se sont passées sur le Pakistan pendant les 6-7 dernières années, me semble-t-il. Voilà, c'est impressionnant de voir le nombre d'attaques de drones qui a eu lieu sur ce territoire qui officiellement n'est pas en guerre avec les Américains et de voir le nombre de morts qui en découle. On va parler maintenant du Kenya et on va reparler de cette prise d'otage qui a eu lieu dans un centre commercial puisque les islamistes de Shebab ont fait le siège du centre commercial Westgate au Kenya pendant près de 80 heures, tuant environ 70 personnes et en blessant environ 240 autres. Immédiatement, les médias ont dépeint les Shebab comme d'affreux terroristes et il n'a pas fallu attendre très longtemps, je dirais même pas un jour, pour qu'on trouve un lien entre Shebab et Al-Qaïda. Donc ça c'est le mot magique, Al-Qaïda, l'affaire est réglée. Pourtant dans une interview dans le Nouvel Observateur, une interview qui date du 23 septembre dernier, Roland Marshall, chargé de recherche au CNRS, rédacteur en chef de la revue Politique africaine, nous donne d'autres indications extrêmement importantes. Alors je lis, donc c'est Roland Marshall qui parle. Depuis la mi-mars, alors que les 8 mois précédents avaient été relativement calmes, il y a eu une reprise quasi quotidienne des attentats et des assassinats ciblés. On n'en a pas fait un étalage public car les personnes tuées sont peu connues, mais c'est à chaque fois 2 ou 3 personnes qui sont abattues, des cadres du gouvernement, des officiers de l'armée ou du renseignement somalien. Ainsi, plusieurs attaques ont été menées à la périphérie de la capitale ou au grand marché de Mogadiscio. En juin, il y a eu une attaque très sophistiquée dans le complexe du programme des Nations Unies pour le développement dans une zone qui était l'une des plus sûres de la ville. Il y a eu aussi un accrochage sérieux contre le convoi du président qui se déplaçait à Merka, une ville à 80 km de la capitale, dans une zone qu'on pensait sûre aussi. Alors, le journaliste pose la question, comment ont-ils réussi à fomenter une attaque d'une aussi grande ampleur ? Alors, réponse de Roland Marshall. Je crois que tout le monde est surpris. Les premiers sont les services de renseignement et les ambassades étrangères qui n'ont vu absolument rien venir, ce qui est très inquiétant. Aucun avis de vigilance n'a été lancé. Donc les islamistes Shebab étaient relativement nombreux. Ils ont été capables de tenir plusieurs jours
et ils ont donc beaucoup de munitions. Jusqu'en 2010, le comportement des forces de sécurité kenyanes vis-à-vis des islamistes Shebab était ambigu. Le Kenya avait une politique de non-intervention. Dès lors que les Somaliens respectaient le pacte de non-agression, il y a eu un certain laisser-faire kényan. Cette politique a été remise en cause sous la pression de l'Occident, vous notez bien, et surtout à partir de l'élection de l'ex-président somalien Sheikh Sharif en février 2009. Le Kenya s'est alors impliqué dans la reconquête de l'extrême sud somalien, non seulement en envoyant son armée, mais aussi en recrutant des Somalis kenyans pour constituer des milices. Et ce qui va constituer le détonateur, c'est l'offensive kenyane du 15 octobre 2011 dans la zone de Kismayo, reconquis seulement en 2012. Pendant un an, l'armée kenyane, pourtant très bien équipée et très professionnelle, a souffert de la dureté et de l'âpreté des combats. Les autorités ont alors considérablement renforcé les milices somaliennes. Les dirigeants des islamistes Shebab ont été divisés sur la réponse à apporter, les uns étant réticents à des représailles, car Nairobi est une base arrière logistique très utile pour faire des affaires et pour laisser passer les nouvelles recrues. Donc voilà pour cette histoire kenyane. Alors pour conclure, on en revient encore et toujours à cette fameuse vidéo du général Wesley Clark, où il nomme les 7 pays qui seront renversés. Et au miracle, quel pays on y trouve ? La Somalie, bien évidemment, elle fait partie de cette liste. Donc le processus est enclenché, nul doute qu'il va continuer à se passer des choses là-bas, que ce soit des attaques islamistes des Shebab ou de je ne sais qui. Et j'ai déjà vu ce matin sur Russia Today une dépêche qui disait que toute une organisation de renseignement américain était déjà sur place pour commencer le travail. Nul doute que la Somalie va faire partie des pays renversés dans les prochains mois. On continue et on va parler de l'Amérique du Sud et les pays d'Amérique du Sud qui se rebellent contre l'espionnage américain. Alors, 3 informations à ce sujet. D'abord, le Brésil pourrait refuser d'acheter les avions de chasse américains après les révélations d'espionnage par la NSA. Donc, les responsables brésiliens ont exprimé leur réticence à acheter des dizaines d'avions militaires US après les révélations selon lesquelles la NSA a étroitement surveillé le Brésil mais a également exploité des secrets commerciaux. Les États-Unis avaient prévu de vendre au Brésil 36 avions de chasse pour un montant de plus de 4 milliards de dollars. Deuxième information, le Brésil et l'Argentine veulent renforcer leur coopération contre les cyberattaques. Ça date du 15 septembre dernier. Le ministre de la Défense du Brésil et de l'Argentine se sont engagés à coopérer étroitement pour améliorer les capacités de cyberdéfense suite aux révélations d'espionnage à grande échelle des États-Unis sur les pays d'Amérique latine. Je cite « Nous devons réfléchir à la façon dont nous collaborerons pour faire face à ces nouvelles formes d'attaques », selon le ministre de la Défense du Brésil, Celso Amorim. Nous avons établi que nous allons tenir une réunion à Brasilia avant la fin de l'année afin d'intensifier notre complémentarité en matière de cyberdéfense, a déclaré le ministre de la Défense argentine, Agustin Rossi. Voilà. Troisième information, ce qui concerne l'Amérique du Sud. Les dirigeants démocrates du Mexique à l'Argentine, donc pratiquement tous les dirigeants d'Amérique du Sud, sont tellement irrités de l'influence américaine qu'ils sont maintenant prêts à prendre des mesures. Alors, Madame Rousseff, présidente du Brésil, qui a découvert que ses communications personnelles étaient espionnées, donc tous les dirigeants de l'Amérique du Sud lui ont apporté leur soutien, y compris Juan Manuel Santos en Colombie, le seul proche allié de Barack Obama dans la région. Evo Morales, président bolivien, a déclaré qu'il allait poursuivre Obama devant les tribunaux internationaux pour violation des droits de l'homme après que Nicolás Maduro, président du Venezuela, ait été interdit de survol du territoire des États-Unis alors qu'il se rendait en Chine. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, Maduro, qui revenait de Chine, devait passer aux Nations Unies donc pour les fameuses réunions des Nations Unies qui se tient cette semaine à New York. Et finalement, il a renoncé à s'arrêter aux États-Unis. Il est rentré directement au Venezuela sans faire escale. Voilà. Et enfin, l'influence américaine est si faible à l'heure actuelle que même le président conservateur Enrique Peña Nieto du Mexique a été contraint d'exiger une enquête à propos de l'espionnage de la NSA au Mexique. Donc voilà, 3 informations à propos de l'Amérique du Sud et des États-Unis. Donc apparemment, l'entente n'est pas cordiale. C'est le moindre qu'on puisse dire. On continue les informations internationales avec les esclaves de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
Des dizaines de travailleurs népalais sont morts au Qatar au cours des dernières semaines et des milliers d'autres sont victimes d'abus épouvantables, selon l'enquête du Guardian, ce qui soulève de sérieuses questions sur les préparatifs de cette Coupe du Monde au Qatar en 2022. Selon des documents obtenus auprès de l'ambassade du Népal à Doha, au moins 44 travailleurs sont morts entre le 4 juin et le 8 août. Plus de la moitié sont morts de crise cardiaque, d'insuffisance cardiaque ou d'accident du travail. L'enquête révèle également que des preuves ont été trouvées en ce qui concerne le travail forcé. Certains travailleurs népalais ont affirmé ne pas avoir été payés depuis des mois et ont vu leur salaire retenu pour les empêcher de s'enfuir. Certains travailleurs affirment que les employeurs confisquent systématiquement les passeports et refusent de délivrer des cartes d'identité, les réduisant à l'état d'étrangers en situation irrégulière. Certains travailleurs disent qu'ils se sont vus refuser l'accès à l'eau potable gratuite alors qu'ils travaillent dans le désert sous de fortes chaleurs. Environ 30 Népalais ont cherché refuge à l'ambassade de Doha pour échapper aux conditions inhumaines de leur emploi. L'enquête du Guardian a également révélé que certains travailleurs dorment à 12 dans une chambre et tombent malades à cause des conditions répugnantes dans des auberges crasseuses. Certains disent même avoir été forcés à travailler sans être rémunérés et avoir finalement été obligés de mendier de la nourriture. Je cite, « Nous avons travaillé 12 heures avec l'estomac vide, puis nous avons passé la nuit sans rien manger », a déclaré Ram Kumar Mahara, 27 ans. Et il poursuit, « Quand je me suis plaint, mon manager m'a agressé, m'a chassé du camp et a refusé de me payer quoi que ce soit. J'ai dû mendier de la nourriture avec d'autres travailleurs. » Alors si le nombre de morts continue d'augmenter, comme c'est actuellement le cas, on peut prévoir qu'au bout du compte, ce ne seront pas moins de 4000 morts, 4000 morts pour la construction des infrastructures de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc comme l'a dit une certaine personne dans mon Facebook en commentaire, n'oubliez pas, ou alors sur mon site, n'oubliez pas quand vous siroterez votre bière en regardant le football en 2022 qu'il y aura environ 4000 personnes qui seront mortes pour fabriquer ces stades de foot, voilà, et les infrastructures. On termine ces infos internationales avec une brève en ce qui concerne Hillary Clinton, qui devait être candidate à l'élection présidentielle des États-Unis en 2016, mais finalement, apparemment, elle ne se présentera pas à cause de problèmes de santé. En effet, on lui aurait diagnostiqué une tumeur au cerveau lors d'une récente colonoscopie. On attaque la partie économie et je vais vous parler des 84 impôts qui ont été votés en France en 2 ans. Alors c'est une information qui était sortie le 3 septembre dernier et que j'avais ratée, alors je vais me rattraper. Alors je vous lis, les 84 impôts ont été votés en 2 ans en France. Avec les mesures décidées par Nicolas Sarkozy et François Hollande, le taux de prélèvement obligatoire a atteint 46,2% du PIB en 2013, contre 42% en 2009. En 2011, le gouvernement Fillon a fait voter 10,8 milliards d'euros de nouvelles recettes sur les entreprises. La précédente majorité a également perçu cette année-là 6,1 milliards d'euros de nouvelles recettes sur les ménages. Au total, il y a eu 16,2 milliards d'euros de recettes supplémentaires en 2011 via ces nouvelles mesures. C'est moins qu'en 2012, année durant laquelle il y a eu 19,3 milliards d'euros de recettes supplémentaires grâce à de nouveaux prélèvements, dont 15,4 milliards imputables à Nicolas Sarkozy, 10,7 sur les ménages, 4,7 sur les entreprises, et 7,6 milliards à François Hollande, 4 sur les ménages, 3,6 sur les entreprises. Il y a eu par ailleurs 3,7 milliards de baisse d'impôts décidées par Nicolas Sarkozy. Enfin, en 2013, il y a eu 22,1 milliards d'euros de recettes supplémentaires, dont 1,6 grâce aux mesures décidées par Nicolas Sarkozy et 20,3 via celles décidées par François Hollande. Les entreprises ont contribué à hauteur de 21 milliards d'euros supplémentaires, les ménages à hauteur de 29 milliards. Au total, sur cette période, Nicolas Sarkozy est responsable pour près de 29 milliards d'euros de recettes et François Hollande pour près de 28 milliards d'euros. Voilà, donc autrement dit, nous les ménages, on a contribué à hauteur de 29 milliards d'euros. On a fait quand même un gros effort, je trouve. On continue et on va parler de la Cour des comptes. Ah, ça j'aime ces rapports-là de la Cour des comptes sur les aides de l'État à la presse écrite.
Alors que tous les médias ont parlé la semaine dernière du rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale, un autre rapport vient d'être rendu public le 18 septembre 2013 par cette même institution. Ce rapport parle des aides de l'État à la presse écrite. Alors, on y apprend que le plan d'aide à la presse 2009-2011 a entraîné un doublement des dépenses budgétaires, passé de 165 millions d'euros à 324 millions d'euros. La Cour des comptes constate que ces aides n'ont pas démontré leur efficacité puisque la crise de la presse persiste et s'accroît. On apprend également que la presse écrite bénéficie d'une multitude d'aides de l'État, comme par exemple d'une aide à l'acheminement de la presse par voie ferrée, l'aide à la distribution de la presse quotidienne, une aide à la modernisation des diffuseurs de presse, ainsi qu'une TVA préférentielle, 2,1% au lieu de 19,6%. Ça dure depuis 1989. Alors, vous voyez à l'écran l'estimation des montants des aides à la presse, hors aide indirecte par exemple. Donc, vous voyez là, c'est pratiquement tous les journaux nationaux et même régionaux qui ont été aidés, et pas qu'un peu. Alors si on fait un calcul total, on s'aperçoit que l'État, donc vous et moi, nous avons versé plus de 200 millions d'euros d'aide à ces journaux. C'est quand même une paille, surtout en ces temps de crise. La Cour des comptes enfonce le clou en diffusant l'évolution des tirages annuels de la presse, et donc de leurs ventes. Alors vous voyez le graphique sur l'écran, et on constate que les ventes plongent littéralement. La Cour des comptes conclut que les aides de l'État sont extrêmement onéreuses et peu efficaces, et envisage de revoir les aides à la baisse. Pour terminer, la Cour des comptes informe que les dispositifs d'aide publique directe de l'État en faveur de la presse ne sont plus en vigueur en Espagne, par exemple, depuis 1989. On continue avec la dette de la France qui devrait exploser en 2014 et battre tous les records. Alors, après avoir atteint 90,2% du PIB en 2012, la dette française représentera 93,4% en 2013 et grimpera jusqu'à 95,1% fin 2014. Un record bien supérieur au taux de 94,3% envoyé au printemps par Paris à Bruxelles dans le programme de stabilité. Il faudra en fait attendre, selon les analystes, attendre 2015 pour que l'endettement hexagonal entame sa décrue. Enfin, entame sa décrue s'il y a de l'emploi et si l'entreprise embauche des gens et font tourner la machine. Sinon, je vois pas comment on va avoir la décrue. Enfin, c'est pas avec les emplois aidés et je ne sais quel artifice qu'on va avoir de la décrue. Alors d'ici là, la dette de la France dépassera les 1950 milliards d'euros à la fin 2014. Si la croissance atteint 0,9 comme le prévoit le gouvernement, soit une hausse de plus de 120 milliards en 2 ans et un total qui équivaudra en théorie à plus de 30 000 euros par Français. Voilà la dette de la France qui explose littéralement. Alors on continue, c'est toujours sur le même thème de la dette, puisqu'on a un rapport qui donne le classement des villes françaises les plus endettées. 60,7 milliards d'euros, soit 10 milliards d'euros de plus qu'en 2000. Tel est le montant des dettes cumulées des 36 000 et quelques villes françaises. Un chiffre conséquent qui augmente chaque année depuis 2003. Loin d'être en reste, 2012 marque même une accélération. Plus 2,3% par rapport à 2011, contre plus 0,9% et plus 1,1% les années précédentes. Résultat, en 10 ans, l'encours total de l'endettement des communes de l'Hexagone a grimpé de 20,5%. Alors je vous ai mis en lien l'intégralité des tableaux, enfin vous retrouvez en lien les tableaux, par exemple les villes à plus forte dette par habitant en 2012, premier Levallois-Perret, deuxième Cannes, troisième Saint-Ouen, Bagnolet, Fréjus, Agde, Aubagne, etc. Ensuite, les villes à plus forte dette totale en 2012, premier Paris, Marseille, Levallois-Perret, Nice, Saint-Étienne, Lille, Lyon, Reims, etc. Ensuite, les villes où la dette par habitant a le plus augmenté entre 2000 et 2012, premier Cergy, ensuite Istres, Bémao, je ne sais même pas si ça existait, Courbevoie, Malakoff, Évry, Levallois-Perret, etc., etc. Ensuite, les villes où la dette par habitant a le plus augmenté entre 2011 et 2012. Premier, Villemomble, puis Neuilly-sur-Seine, Ilkricht, Gerfartaden, Pessac, Le Creusot, Châlons-en-Champagne, etc., etc. Je vous donne les liens, vous pouvez aller voir tous les tableaux par vous-même. On va sortir de la France et on va passer aux États-Unis. On va parler de l'amende de JP Morgan. Alors on a entendu toutes ces dernières semaines, même ces derniers mois,
JP Morgan dans la tourmente avec plusieurs plaintes, plusieurs amendes, l'affaire de la baleine de Londres, 900 millions d'euros, etc. Et bien là maintenant, on apprend que l'amende de JP Morgan pourrait atteindre 11 milliards de dollars. La banque JP Morgan Chase pourrait devoir payer jusqu'à 11 milliards de dollars pour régler ses contentieux avec les régulateurs américains. Selon le Financial Times, le Washington Post et le Wall Street Journal, JP Morgan pourrait être amené à payer 7 milliards de dollars en numéraire et à modifier à hauteur de 4 milliards les termes de prêts immobiliers mal conçus souscrits par des familles en difficulté. JP Morgan, qui est longtemps apparu comme la banque américaine ayant le mieux réussi à surmonter la crise de subprime, a déjà payé 5,3 milliards de dollars de pénalités pour régler divers contentieux liés à sa politique de vente de crédit immobilier, comme le rappelle le Financial Times. Donc certains me disent que c'est une paille pour la JP Morgan qui vont payer sans problème, etc. 11 milliards de dollars, c'est quand même une somme, hein. Et puis il ne faut pas oublier qu'ils ont déjà payé 5,3 milliards de dollars. Donc c'est pas l'année de Jamie Dimon et de sa banque, la JP Morgan, hein. On va voir comment tout cela va se terminer. On continue avec l'économie et on va parler de la Fed qui va continuer d'imprimer des dollars et d'inonder les marchés. Alors les places financières, ça c'était le 19 septembre, hein, les places financières et en particulier celles des pays émergents se montrent euphoriques après la surprise provoquée par la Banque centrale américaine qui a décidé de continuer à inonder le marché de ses liquidités. Ouais, de toute façon, ils ne peuvent plus faire autrement aujourd'hui, hein. Ils sont obligés de mettre de l'argent dans le système, sinon tout le système s'arrête. La Réserve fédérale a annoncé qu'elle maintenait ses achats d'actifs à 85 milliards de dollars par mois, ainsi que son taux directeur proche de zéro. Du coup, les marchés financiers ont flambé. Jakarta a pris 4,64%, Manille 3,08%, Bombay 2,73%, Bangkok 3%. Le DAX allemand a fait un record, Londres a débuté en hausse, Paris aussi de 0,94%. Enfin, tout le monde a ouvert en hausse, c'est la fête pour tout le monde, il va y avoir de l'argent gratuit pour tout le monde. On termine la partie économie avec une information en ce qui concerne les États-Unis qui doivent une nouvelle fois relever le plafond de leur dette. Donc, comme on l'a vu en introduction, Obama qui nous dit que relever le plafond de la dette, c'est pas vraiment créer de la dette. Bon, il est bien gentil le père Obama, mais bon. Alors, le plafond de la dette US est fixé à 16 699 milliards de dollars et il sera atteint à la mi-octobre. Et sans relèvement de ce plafond, les États-Unis pourraient se retrouver en cessation de paiement. Alors du coup, Washington se prépare à renvoyer ses fonctionnaires chez eux comme en 1995. L'État fédéral américain se prépare à mettre des centaines de milliers de fonctionnaires non essentiels en congé sans solde d'ici à une semaine en cas d'impasse budgétaire persistante au Congrès. Voilà, donc on nous dit que c'est la reprise aux États-Unis, mais beaucoup de fonctionnaires s'apprêtent à être mis au chômage. On attaque la partie santé-environnement maintenant, et on va parler du Japon et des Jeux Olympiques 2020, puisque les Jeux Olympiques ont été attribués au Japon, ce qui constitue quand même une demi-surprise. Demi-surprise parce que d'un côté, après le tremblement de terre et la catastrophe nucléaire, rien de mieux que pour relancer un petit peu l'économie que de bâtir des infrastructures. Et donc les JO, ça tombe à point nommé. D'un autre côté, il fallait vraiment oser, quoi, parce que, étant donné que, on va dire qu'une bonne partie du Japon est irradiée par la catastrophe nucléaire, enfin, je sais pas, je serais athlète, j'hésiterais avant d'y aller. En tout cas, les Japonais, via la princesse Hisako Norihito de Takamado, était cette semaine à Buenos Aires, ainsi que le Premier ministre Shinzo Abe, pour rassurer les membres du CIO et l'ensemble de la communauté internationale en ce qui concerne d'éventuels problèmes de nucléaire. Voilà, donc on est rassuré tout de suite, on est rassuré. On continue avec le Japon et on continue avec le nucléaire. Alors on apprend que le réacteur numéro 4 d'OI a été arrêté momentanément pour cause de maintenance. Donc le Japon va redevenir pour un certain temps un pays sans énergie d'origine nucléaire, sans qu'aucune date ferme n'ait encore été arrêtée pour relancer un secteur qui jusqu'en mars 2011 fournissait à l'archipel 30% de son électricité. Le réacteur numéro 4 de la centrale d'OI va être déconnecté du réseau électrique, arrêté puis mis en maintenance. Tout ça c'était prévu depuis un certain temps. Alors en fait OI est le seul des 50 réacteurs nucléaires japonais qui était encore en activité. On apprend maintenant que la compagnie TEPCO fait pression auprès de l'autorité japonaise de régulation nucléaire pour redémarrer au moins 2 réacteurs nucléaires au Japon.
Donc ils font pression pour redémarrer les tranches 6 et 7 de la centrale de Kashiwazi-Kariwa au nord-ouest de l'archipel. TEPCO voulait déposer cette requête depuis plus de 2 mois, mais l'avis négatif du gouverneur de la préfecture de Niigata, Orohiko Izimuda, l'en avait empêché. Voilà. Donc l'élu a toutefois consenti à donner son accord pour les travaux de mise en conformité qui seront requis, notamment la pose de dispositifs spéciaux de ventilation à filtre. TEPCO espère un redémarrage le plus tôt possible afin de diminuer ses coûts de gaz et pétrole nécessaires pour alimenter des centrales thermiques qui pallient actuellement à l'absence totale d'énergie atomique. Donc on a très bien compris que c'est une histoire de sous, une histoire d'énergie oui, mais une histoire de sous quand même, puisque pour moins consommer de gaz et de pétrole, qui coûte cher, on va remettre en route les centrales nucléaires. Voilà. On continue avec le nucléaire, mais cette fois en France, puisqu'on a appris une présence anormale de tritium sous la centrale du Tricastin. L'autorité de sûreté nucléaire a annoncé le 16 septembre avoir demandé à EDF une surveillance renforcée des eaux souterraines de la centrale nucléaire du Tricastin dans la Drôme, et d'identifier la cause d'une présence anormale de tritium dans ces nappes. Le tritium est l'un des principaux radionucléides émis par les réacteurs nucléaires et les installations de traitement du combustible nucléaire usé. Je cite EDF qui nous dit: l'enceinte géotechnique de la centrale, matérialisée par une paroi verticale en béton de 60 cm d'épaisseur et de 12 mètres de profondeur, sous les réacteurs, emprisonne l'eau souterraine et empêche de contaminer les nappes phréatiques environnantes. Ouais, mais enfin bon, depuis Fukushima, on a bien appris que l'eau s'infiltrait partout et, à terme, elle était tout le temps rejetée dans les nappes phréatiques. Le nucléaire toujours, puisque un rapport confidentiel de l'IRSN estime que le cas extrême d'un accident majeur en France coûterait jusqu'à 5800 milliards d'euros. Alors ça, c'est une étude qui a été publiée en février dernier. Encore une fois, je suis passé à côté, mais je me rattrape. Donc dans cette étude, on nous dit que la facture de 5800 milliards illustre les conséquences colossales d'un accident très improbable, mais pas impossible. Il y a un coût social astronomique dû au grand nombre de victimes, explique le rapport. Dans ce cas extrême, 5 millions de personnes doivent être évacuées sur une zone de 87 000 km², équivalent à la surface des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées réunies. L'évacuation, le relogement, la décontamination des sols, mais aussi le traitement des déchets coûterait 475 milliards d'euros. Le plus lourd tribut découle de l'impact économique sur la zone contaminée au césium 136, où habitent 90 millions de personnes. Une région de 850 000 km² qui correspond à la superficie de la France et de l'Allemagne. L'indemnisation des agriculteurs, des salariés, des entreprises, mais aussi les coûts environnementaux et les dépenses de santé explosent à 4 400 milliards d'euros. Voilà pour l'étude du scénario noir du nucléaire en France. On continue et on va parler des hydrocarbures de schiste maintenant et du camouflet pour les opposants au pétrole de schiste de Seine-et-Marne. Le pétrolier américain Hess vient de marquer des points précieux dans sa bataille juridique contre les opposants aux hydrocarbures de schiste de Seine-et-Marne. Le rapporteur public du Conseil d'État a douché les espoirs des deux communes. Les deux communes, c'est Nonville et Moret-Saint-Éloing, qui tentent de mettre fin à des recherches pétrolifères jugées suspectes sur leur territoire. Ces communes avaient déposé en décembre dernier un recours contre l'autorisation de travaux du pétrolier. En effet, cette autorisation n'a donné lieu à aucune information au public ni aux élus locaux et n'y a été précédée d'aucune enquête sur l'impact environnemental. On va parler de toute autre chose puisqu'un rapport britannique s'est intéressé aux aliments proposés aux bébés et il s'avère que ces aliments sont trop sucrés. Les préparations pour bébés vendues en supermarché sont souvent trop sucrées et sans grand intérêt nutritionnel. Résultat de cette étude donc britannique, les 462 produits étudiés comprenaient plats cuisinés, repas en poudre à reconstituer avec du lait ou de l'eau, céréales de petit déjeuner, aliments à manger avec les doigts. 79% pouvaient être mangés à la cuillère et 44% étaient destinés à des enfants de 4 mois et plus. Près des 2/3 étaient des aliments sucrés. Or, une exposition au sucre pendant l'enfance développe une préférence pour des aliments sucrés et pourrait augmenter le risque de diabète. La moyenne des apports énergétiques des aliments à manger à la cuillère était de 282 kJ pour 100 g, ce qui est équivalent au lait maternel. Les aliments à manger avec les doigts étaient plus énergétiques, mais ils comportaient aussi des niveaux élevés de sucre. Les aliments à base de viande étaient ceux qui contenaient le plus de fer sans pourtant dépasser les laits infantiles.
Au final, la majorité des produits avaient un contenu énergétique similaire au lait maternel. Ils n'atteignaient pas l'objectif d'augmentation de la densité nutritionnelle des aliments. On termine avec une dernière information qu'on va classer dans les divers, puisque le site web de marché du Nasdaq a été piraté en moins de 10 minutes par un hacker en utilisant simplement le navigateur Firefox. Donc l'IA Kolocheko, PDG de Hightech Bridge, une société de technologie de sécurité basée en Suisse, explique comment il a réussi ce tour de force. Tout ce qu'il a fait, c'est d'envoyer du script HTML au hasard dans le script du site internet distant et de voir si cela a été détecté avant d'être diffusé partout. C'est complètement incroyable. Ne me demandez pas comment il a fait pour diffuser du script HTML sur le site distant, je ne sais pas. N'empêche que, voilà, en 10 minutes, il a réussi à pirater le site web du marché Nasdaq. C'est quand même pas très rassurant quand même. Voilà, c'est terminé pour ces informations. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Une petite précision, avant de nous quitter. Beaucoup me demandent si la page Facebook, les infos dont on parle peu, ont un quelconque rapport avec moi. Ça n'a aucun rapport. C'est un malin qui a pris le nom et qui l'a mis sur Facebook pour se faire de l'audience. Donc je tiens à le dire encore une fois, que ça soit clair, ça n'a aucun rapport avec moi. Voilà, moi je n'ai qu'une page Facebook, c'est Infolibre TV. Voilà, que ça soit clair, net et précis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, restez bien informés, n'oubliez pas de soutenir Infolibre. À la semaine prochaine. Ciao.